Bûcher au reportage, la monnaie de l'AES, la bombe monétaire qui fait trembler l'Occident. Attention, c'est grave. La nouvelle monnaie de l'AES, beaucoup de polémiques. Je vous assure que si vous découvrez les conséquences que cette monnaie va engendrer, vous serez totalement étonné. Il est très important que vous restiez concentré. Voici exactement ce que vous devez savoir. Quelque part dans les rues poussiéreuses de Bamako, un commerçant tend un billet froissé. Une transaction ordinaire. Un geste banal, répété des millions de fois chaque jour à travers le Sahel. Ce billet porte un nom que tout le monde connaît, le franc CFA. Mais aujourd'hui, ce geste si familier est peut-être en train de vivre ces dernières années. Parce que quelque chose de très grand, de très profond, de très historique est en train de se préparer dans les coulisses des gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ces trois pays, regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, ont pris une décision qui fait l'effet d'un séisme dans les cercles financiers, diplomatiques et géopolitiques du monde entier. Ils veulent créer leur propre monnaie, une monnaie souveraine, une monnaie africaine, une monnaie qui, si elle voit le jour, changera définitivement la face de l'Afrique de l'Ouest. Et cette nouvelle, croyez-moi, ne fait pas que circuler sur les réseaux sociaux. Elle fait trembler des capitales, elle inquiète des banques, elle agite des chancelleries. Pourquoi? C'est précisément ce que nous allons décrypter ensemble, avec rigueur, avec clarté, et avec toute la gravité que ce sujet mérite. Le franc CFA, une prison dorée. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe, il faut d'abord comprendre d'où vient le franc CFA, et pourquoi son existence est aujourd'hui remise en cause, avec une telle intensité. Le franc CFA a été créé dans les années 1940, en pleine période coloniale française. À l'époque, il était conçu pour servir les intérêts économiques de la métropole. Après les indépendances des années 1960, la plupart des pays africains francophones ont conservé cette monnaie. On leur a dit que c'était une chance, une garantie de stabilité, une protection contre l'inflation. Et pendant des décennies, beaucoup ont accepté ce discours. Mais derrière cette stabilité affichée se cachait une réalité beaucoup plus complexe. Le franc CFA est arrimé à l'euro. Cela signifie que la politique monétaire des pays africains qui l'utilisent est en grande partie décidée à Paris puis à Bruxelles. Les réserves de change de ces pays étaient historiquement déposées dans les coffres du Trésor français. Les taux d'intérêt, la valeur de la monnaie, les marges de manœuvre budgétaires, tout cela dépendait d'un système conçu ailleurs, pour d'autres intérêts. Pour des millions de Sahéliens, cette situation n'était pas de la stabilité, c'était de la dépendance. Une dépendance habillée en partenariat, une servitude maquillée en coopération. Et au fil des années, cette frustration silencieuse a grandi, alimentée par les crises sécuritaires, la pauvreté persistante, le sentiment que malgré des ressources naturelles colossales, l'or du Mali, l'uranium du Niger, les richesses agricoles du Burkina Faso, les populations restaient pauvres pendant que d'autres s'enrichissaient. L'AES passe à l'action. C'est dans ce contexte qu'est née l'Alliance des États du Sahel, d'abord construite sur une base sécuritaire et politique, avec le départ des forces françaises et la remise en question des accords de défense traditionnels. L'AES a rapidement affiché une ambition bien plus profonde, reprendre le contrôle total de son destin économique. Et au cœur de cette ambition, une idée centrale, presque révolutionnaire, créer une monnaie commune, propre à l'espace AES, déconnectée du système du franc CFA, adossée aux ressources naturelles de la région, gérée par des institutions africaines, pour des peuples africains. Ce projet, encore en phase de préparation, a déclenché un débat d'une intensité rare. Dans les universités, les économistes sortent leur modèle. Dans les ministères, les techniciens travaillent d'arrache-pied sur des dossiers confidentiels. Sur les réseaux sociaux, les citoyens débattent avec passion, entre espoir et inquiétude. Et dans les foyers modestes, la question centrale reste la même. Est-ce que ça va améliorer ma vie? Il faut être clair sur un point essentiel. Contrairement à ce que certaines publications et certaines vidéos affirment avec force, aucune nouvelle monnaie de l'AES n'est encore en circulation à ce jour. Aucun billet officiel n'a été émis. Aucune pièce n'est utilisée dans les marchés. Le franc CFA reste pour l'instant la seule monnaie légale dans ces trois pays. Mais dans l'ombre, un chantier colossal est en cours. Le plan en 4 piliers. Les autorités de l'AES ne sont pas en train d'improviser. Le projet de création de cette monnaie repose sur une architecture sérieuse, pensée pour éviter un effondrement brutal ou une aventure irresponsable. Premier pilier, une banque centrale commune. L'AES travaille à la création d'une institution monétaire régionale, indépendante des influences étrangères, dotée d'une gouvernance partagée entre les 3 États membres. Cette banque serait chargée de définir la politique monétaire, de contrôler l'émission de la monnaie, de surveiller l'inflation et de réguler les banques commerciales. Les documents de travail évoquent un conseil monétaire régional composé de gouverneurs, d'économistes et de représentants des ministères des Finances. Deuxième pilier, les réserves. Une monnaie sans réserve crédible n'est qu'une promesse vide. Le projet envisage de constituer un fonds commun adossé aux ressources stratégiques de la région, l'or malien et burkinabé, l'uranium nigérien, les matières premières agricoles et les réserves énergétiques biologiques futures. L'idée n'est pas de revenir à l'étalon or classique, mais de créer une garantie tangible, capable de rassurer les marchés, les partenaires commerciaux et surtout les citoyens. Troisième pilier, l'harmonisation économique. Une monnaie commune exige une coordination stricte des politiques budgétaires. Les dirigeants de l'AES travaillent sur des critères de convergence, plafonnement des déficits, contrôle de la dette publique, transparence budgétaire, mécanisme de solidarité financière entre États. C'est le pilier le plus délicat,
car accepter une discipline commune signifie accepter de limiter certaines décisions nationales au profit de l'équilibre collectif. Quatrième pilier, la conception technique. Billets, pièces, symboles, couleurs, portraits historiques, langues représentées, chaque détail porte une signification politique et culturelle majeure. Et avant même que ces billets n'existent physiquement, une autre bataille fait déjà rage, celle du nom. Sira, Sahel, Zaman, quel nom pour la nouvelle monnaie? Dans les rues de Niamey, dans les forums en ligne, un mot revient sans cesse, Sira. Pour beaucoup, ce serait le nom secret de la future monnaie, choisi lors de réunions confidentielles. Des images de billets fictifs portant ce nom circulent sur les réseaux sociaux, ornés de symboles sahéliens et de slogans patriotiques. Mais aucune source officielle n'a confirmé ce choix. Les autorités restent silencieuses, délibérément prudentes. En réalité, plusieurs noms sont à l'étude. Sira n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. Ce nom séduit parce qu'il évoque, dans plusieurs langues locales, les notions de valeur, de dignité et de droiture. Pour ses partisans, il incarne parfaitement l'esprit du projet. Une monnaie juste, enracinée dans la culture sahélienne, libérée des chaînes du passé. Mais des voix s'élèvent pour souligner que le Sahel est une mosaïque de peuples et de langues, et qu'un nom trop associé à une région ou une culture particulière pourrait créer un sentiment d'exclusion. D'autres propositions circulent dans les cercles intellectuels. Terra, Sahel, Zaman, Kori, Dini. Chaque nom déclenche un débat, parce que nommer une monnaie, c'est écrire la première phrase d'une histoire monétaire nouvelle. Pourquoi l'Occident tremble? Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, vraiment révélatrices. Pourquoi ce projet, encore inachevé, encore en construction, suscite-t-il autant de résistance extérieure? La réponse est simple, parce que si cette monnaie voit le jour, elle change les règles du jeu pour tout le monde. Le franc CFA représente aujourd'hui un levier d'influence économique et politique considérable sur 14 pays africains. Contrôler la monnaie d'un pays, c'est contrôler sa capacité à investir, à se développer, à décider. Une monnaie souveraine pour l'AES signifierait la fin de ce levier. Cela signifierait que le Mali, le Burkina Faso et le Niger pourraient financer leurs propres projets de développement, nouer de nouveaux partenariats commerciaux sans passer par les circuits traditionnels et surtout décider eux-mêmes de leur politique monétaire. Les réactions internationales ne se font pas attendre. Des pressions diplomatiques s'exercent. Des tensions économiques sont alimentées. Certains analystes, comme Franklin Nyamsi, vont plus loin en affirmant que des crises sont délibérément orchestrées pour perturber le calendrier de lancement de cette monnaie. Tentative de provoquer des crises de trésorerie, des retards dans le paiement des salaires, des tensions sociales susceptibles de déstabiliser les régimes en place. Ces accusations sont graves et sujettes à débat, mais elles traduisent quelque chose de réel. Le projet monétaire de l'AES n'est pas simplement une question technique. C'est un acte politique majeur, chargé de symboles, qui remet en question des décennies d'ordre monétaire établi en Afrique de l'Ouest. Suite du reportage, les questions que tout le monde se pose. La question que personne n'ose vraiment poser. Est-ce que ça peut vraiment marcher? C'est la question centrale, celle que les partisans du projet évitent soigneusement et que ses détracteurs brandissent comme une arme. Est-ce que 3 pays parmi les plus pauvres du monde, enclavés, frappés par des crises sécuritaires chroniques, sous sanctions économiques partielles, sont réellement en mesure de créer et de faire fonctionner une monnaie souveraine crédible? La réponse honnête est oui, c'est possible, mais ce sera extraordinairement difficile. Et voici pourquoi cette nuance est fondamentale. L'histoire monétaire mondiale est jonchée d'exemples de monnaies créées dans l'enthousiasme et effondrées dans le chaos. Le Zimbabwe, le Venezuela, l'Argentine à plusieurs reprises. À chaque fois, le schéma était le même. Une volonté politique forte, une exécution technique défaillante, une confiance populaire qui s'évapore, et une crise économique qui frappe d'abord et toujours les plus pauvres. Mais l'histoire offre aussi des contre-exemples inspirants. Le franc suisse, l'une des monnaies les plus solides au monde, est né dans un contexte de souveraineté affirmée. Le yuan chinois, aujourd'hui monnaie de réserve alternative, s'est construit patiemment sur plusieurs décennies de discipline économique et de volonté politique inébranlable. Et plus près de l'Afrique, le franc rwandais, sous la gestion rigoureuse du gouvernement de Paul Kagame, est devenu l'une des monnaies les plus stables du continent. La différence entre succès et échec ne tient pas à la volonté de créer une monnaie, elle tient à la qualité des institutions qui la soutiennent, à la discipline budgétaire des États membres et surtout à la confiance que les citoyens lui accordent. Et c'est précisément sur ces 3 points que le projet de l'AES va être jugé, testé, mis à l'épreuve. Deuxième question cruciale, qui va financer tout ça? Créer une monnaie, ce n'est pas simplement décider un beau matin que les billets verts s'appellent désormais Sira ou Sahel. C'est une infrastructure colossale qui nécessite des ressources considérables. Il faut financer la banque centrale, imprimer les billets dans des imprimeries sécurisées. Et les rares imprimeries de billets certifiées dans le monde sont majoritairement contrôlées par des acteurs occidentaux, ce qui pose déjà un premier problème concret. Il faut constituer les réserves de change, former des milliers de techniciens, adapter les systèmes bancaires, informer et éduquer les populations. Tout cela coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Alors d'où viendra le financement? 3 pistes se dessinent clairement dans les documents de travail et les déclarations officielles des dirigeants de l'AES. La première piste, c'est la monétisation des ressources naturelles. Le Mali produit plusieurs tonnes d'or chaque année. Le Niger possède des gisements d'uranium parmi les plus importants au monde.
Le Burkina Faso dispose également de ressources minières et agricoles significatives. L'idée est d'adosser directement la nouvelle monnaie à ces ressources, de créer un fonds souverain alimenté par les revenus miniers et de l'utiliser comme garantie de la monnaie. C'est ambitieux, c'est logique, mais cela exige un contrôle total et transparent de ces ressources, ce qui implique d'en avoir effectivement chassé tous les opérateurs étrangers et d'avoir des entreprises nationales capables de prendre le relais. Un défi immense. La deuxième piste, ce sont les nouveaux partenaires. La Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran dans une moindre mesure. Tous ces pays ont manifesté un intérêt pour renforcer leurs relations économiques avec les pays de l'AES. La Russie, notamment à travers des accords dans le secteur minier et sécuritaire, est déjà présente sur le terrain. La Chine, de son côté, a une longue expérience du financement d'infrastructures en Afrique. Ces partenariats pourraient apporter une partie des ressources nécessaires au lancement de la nouvelle monnaie. Mais attention, changer de tuteur n'est pas conquérir son indépendance. Si la nouvelle monnaie devient dépendante de Moscou ou de Pékin comme l'ancienne l'était de Paris, la souveraineté proclamée restera une illusion. La troisième piste, c'est la solidarité interne. L'AES travaille sur des mécanismes de contribution entre États membres, sur des taxes régionales, sur la mobilisation de l'épargne domestique. C'est la piste la plus souveraine, la plus légitime, mais aussi la plus longue et la plus difficile à mettre en œuvre dans des économies où une grande partie des transactions se fait encore dans le secteur informel. Troisième question. Que risquent vraiment les citoyens ordinaires? C'est la question qui compte vraiment. Pas pour les économistes, pas pour les géopoliticiens, mais pour la femme qui vend des tomates au marché de Ouagadougou, pour le fonctionnaire qui attend son salaire à Niamey, pour l'étudiant qui envoie de l'argent à sa famille depuis Bamako. Concrètement, si la transition est mal gérée, voici ce qui pourrait se passer. Et il faut en parler franchement, sans chercher à rassurer artificiellement. Le risque numéro 1, c'est l'inflation. Une nouvelle monnaie qui n'inspire pas confiance se déprécie rapidement. Et une monnaie qui se déprécie, ça signifie concrètement que les prix augmentent dans les marchés, que le pouvoir d'achat s'érode, que les économies des ménages fondent comme glace au soleil. Pour des familles qui survivent déjà avec très peu, une inflation de 20, 30 ou 40% serait une catastrophe silencieuse, mais dévastatrice. Le risque numéro 2, c'est la fuite des capitaux. Avant même le lancement officiel de la nouvelle monnaie, des acteurs économiques, des entreprises, des particuliers aisés pourraient chercher à convertir leurs avoirs en devises étrangères plus stables, dollars, euros, yuan, et à les placer hors du pays. Ce phénomène, s'il prenait de l'ampleur, affaiblirait considérablement les réserves de la nouvelle banque centrale et compliquerait sévèrement le démarrage de la monnaie. Le risque numéro 3, c'est la désorganisation du commerce régional. Le franc CFA, malgré ses défauts, offrait une zone de convertibilité facilitant les échanges entre 14 pays africains. Une rupture brutale avec ce système pourrait compliquer les transactions commerciales avec les pays voisins qui conservent le franc CFA, créer des frictions aux frontières et augmenter les coûts pour les commerçants transfrontaliers. Mais voici l'autre face de la réalité, celle que les opposants au projet taisent eux souvent. Ces risques sont réels mais gérables si la transition est préparée avec sérieux. Et surtout, le statu quo n'est pas sans risque non plus. Continuer à utiliser une monnaie dont on ne contrôle pas la politique monétaire, c'est accepter que des décisions prises ailleurs impactent directement la vie de millions de personnes. C'est aussi un risque silencieux, invisible, mais permanent. Quatrième question, les sanctions peuvent-elles tuer le projet? Depuis les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ces pays ont subi des pressions économiques significatives de la CEDEAO et de partenaires occidentaux. Des sanctions ont été imposées, des lignes de crédit coupées, des transferts financiers compliqués. L'objectif déclaré était de forcer un retour à l'ordre constitutionnel. L'effet réel a été de renforcer le sentiment anti-occidental dans les populations et de pousser les dirigeants de l'AES à accélérer leur projet d'autonomie monétaire. Les sanctions peuvent-elles réellement tuer la nouvelle monnaie avant même sa naissance? La réponse est non, pas directement, mais elles peuvent sérieusement ralentir le processus, compliquer l'accès aux technologies nécessaires, rendre plus difficile la constitution de réserves en devises internationales et isoler temporairement ces économies des circuits financiers mondiaux. C'est précisément pourquoi les dirigeants de l'AES insistent sur la nécessité de construire d'abord des partenariats alternatifs solides avant de lancer officiellement la monnaie. Lancer une monnaie dans un contexte d'isolement total serait suicidaire. La préparer en tissant un réseau de partenaires commerciaux et financiers diversifiés est une stratégie bien plus prudente. La vraie leçon de l'histoire. Il y a une vérité que l'histoire monétaire africaine enseigne avec une clarté brutale. Aucun peuple n'a jamais conquis sa souveraineté économique sans passer par une période de turbulence. La question n'est jamais de savoir si le chemin sera difficile. Il le sera toujours. La question est de savoir si la destination en vaut le prix et si les dirigeants et les citoyens sont prêts à payer ce prix avec lucidité, avec discipline et avec unité. Pour les peuples du Sahel, épuisés par des décennies de promesses non tenues, de ressources naturelles exportées sans retombées locales, de décisions monétaires prises à des milliers de kilomètres de leur marché et de leur foyer, ce projet représente quelque chose de bien plus grand qu'une réforme monétaire technique. C'est une déclaration d'existence, une affirmation que leur avenir leur appartient. La monnaie de l'AES n'est pas encore née.
Elle porte peut-être le nom de Syrah, peut-être un autre. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle est déjà en train de changer quelque chose de fondamental dans la conscience collective de millions d'Africains. Et ça, aucune sanction, aucune pression extérieure, aucune manœuvre géopolitique ne pourra l'effacer. L'histoire est en marche, et elle ne reculera pas.